Bonjour chers collègues, aujourd'hui je voudrais te parler d'un prof extraordinaire, Duolingo. Bon d'accord, je joue un petit peu sur la provocation, je vois d'ici ta tête si, comme moi, tu es professeur de langue. Tu ne penses certainement pas que Duolingo soit un prof encore moins extraordinaire. Bon, le fond du problème, c'est que j'ai rédigé, il y a quelques années déjà, sur mon blog Culture Fleu, un article expliquant précisément pourquoi Duolingo ne permettait pas de parler une langue. Eh bien, c'est l'article le plus visité d'un blog qui en compte près de 200. Et oui, j'ai été assez productif ces dernières années. Et cela ne s'arrête pas là, c'est aussi le plus commenté et de très loin. À ce jour, il compte 75 commentaires et j'en supprime assez souvent parce qu'à la fin, ils finissent tous par se répéter et n'apportent pas forcément grand-chose à la discussion. Et ils ne sont même pas toujours très respectueux vis-à-vis des profs. Parce que bien souvent, ils viennent d'apprenantes et d'apprenants plutôt que de profs. Et comme je m'adresse en priorité à toi, mon ou ma chère collègue, ils m'intéressent un peu moins, du moins a priori. Mais je dois tout de même avouer que ce phénomène m'intrigue beaucoup. Chaque fois que je parle en direct avec quelqu'un de l'application Duolingo, la personne partage mon point de vue, qui, tu l'auras compris, est assez négatif sur l'application. Et pourtant, sous mon article, les commentaires se suivent et se ressemblent pour chanter les louanges de l'application. Ils sont tout simplement dithyrambiques. Et là, j'avoue que j'aimerais comprendre. Comment un tel décalage entre la vraie vie et les commentaires en ligne est-il possible? J'en suis même venue à me demander si ces personnes ne seraient pas payées par Duolingo. Parce qu'il faut avouer que c'est un peu bizarre. Qui c'est qui cherche Duolingo sur un moteur de recherche pour tomber sur mon article alors qu'il a déjà l'application et qu'il en est satisfait? Tout ça pour me traiter de prof borné qui vend sa soupe, qui est dégoûté parce que Duolingo la met au chômage. Je t'assure que parfois, certains vont jusque-là et tu comprendras donc pourquoi je les supprime. Mais bon, justement, je voudrais pas tomber dans le cliché de cette prof bornée qui ne sait pas se remettre en cause. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être une part de vérité dans cette idée que les profs ont des difficultés à se remettre en cause. D'ailleurs, en Allemagne, il y a une petite blague à ce sujet qui dit qu'il y a 2 règles, en particulier dans la salle de classe. La première règle, c'est le prof a toujours raison. Et la seconde, c'est, au cas où le prof n'aurait pas raison, se reporter à la première règle. Cela te donne donc une idée du degré de remise en question dont sont capables les professeurs, du moins dans l'image de la société. Et d'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote à ce sujet. Lorsque j'ai acheté mon appartement, l'ancien propriétaire m'a dit « Il y a 2 catégories de personnes auxquelles il ne faut jamais louer son appartement. La première catégorie, ce sont les avocats. » Et bon, ça, je peux encore le comprendre, parce que si jamais tu te retrouves en bisbille avec un avocat, ça peut être compliqué au tribunal. Tu as peu de chances de pouvoir plaider ta cause aussi bien que lui ou qu'elle. Et la deuxième catégorie, ce sont, là ça va te surprendre peut-être un peu plus, mais vu le contexte, tu as sans doute deviné, les profs. Parce que les profs ont littéralement besoin d'avoir raison, donc ils vont sans cesse pinailler sur des petites choses. Et c'est vraiment l'image qu'on a des professeurs, en tout cas ici en Allemagne, et je pense un petit peu sans doute aussi en France. Mais bon, on va être honnête, qui aime se remettre en question? Surtout une profession, quand elle est critiquée, elle va avoir un réflexe de protection et elle va plutôt chercher des responsabilités à l'extérieur. Mais bon, revenons donc au sujet, Duolingo et cet article dans lequel j'essayais de me poser la question de l'utilité de cette application. Et je ne suis pas seulement prof, je suis aussi un être humain. Je peux donc tester cette application pour apprendre moi-même des langues étrangères à titre d'être humain qui cherche à apprendre quelque chose. Je n'ai pas toujours ma casquette de prof. Je pense donc que je peux m'en défaire pour me faire une idée assez objective de l'application. Il se trouve d'ailleurs que je parle déjà quelques langues, le français qui est ma langue maternelle, mais aussi l'espagnol que j'ai appris à Barcelone, l'anglais et l'allemand. J'ai donc décidé de tester Duolingo pour apprendre à parler italien. En réalité, quand on parle déjà français et espagnol, il faut être un petit peu honnête, comprendre un texte écrit en italien est relativement simple. Il suffit d'apprendre quelques mots courants qui sont un peu différents de ces 2 langues, mais en pratiquant un petit peu, on y arrive assez vite. Et c'est même assez simple de progresser à l'oral en écoutant des podcasts et des livres audio. Personnellement, j'ai beaucoup profité du succès de la série L'Amica Geniale d'Elena Ferrante pour me plonger dans la langue. Et il se trouve que j'ai compris pas mal de choses. Et pourtant, j'étais totalement incapable de faire des phrases et de parler. Après avoir constaté que je comprenais bien l'italien mais que j'étais incapable de le parler, je me suis dit que ce serait l'occasion de tester cette fameuse application dont j'entends tellement parler justement, mais qui me laissait déjà à l'époque, il faut bien l'avouer, un peu sceptique. Bon, tu vas peut-être te dire, oui, si t'étais sceptique, t'étais pas objectif finalement quand t'as testé l'application. Et c'est pas entièrement faux. Mais j'ai quand même fait l'effort de me plonger dedans. Et après tout, il y a des exercices qui sont suggérés. J'ai fait les exercices aussi bien que je pouvais. Et je dois dire que c'est hyper addictif. Ce côté-là, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment très bien fait. On y revient avec plaisir tous les jours. On n'a pas besoin de se casser la tête. Les exercices sont déjà choisis. On n'a qu'à faire ce qui est demandé et on observe une progression de jour en jour sur le chemin qui est tracé par l'application. Et donc, c'est clairement ultra addictif. Et donc vraiment, je m'y suis plongée avec bonne foi. J'ai essayé d'être positive et d'en tirer le maximum. Après tout, mon but, c'était d'apprendre à parler italien. Donc si Duolingo me permet d'y parvenir, je suis heureuse.
Mais le fait est que malgré de longues pratiques, vraiment j'ai pratiqué pendant plusieurs mois, je n'ai pas observé les résultats escomptés. Je n'ai vraiment observé que peu de résultats. Je savais par-ci par-là quelques mots de vocabulaire, quelques formes verbales, mais vraiment pas de quoi faire une phrase. Et d'ailleurs, c'est une blague que j'ai déjà vue plusieurs fois circuler sur les réseaux. Quelqu'un dit, grâce à Duolingo, je sais faire des phrases du type « le canapé orange se trouve dans le couloir » ou une autre phrase extrêmement utile dans la vie de tous les jours. C'est un petit peu comme ce fameux My tailor is rich, de la méthode qu'on utilisait autrefois en France pour apprendre l'anglais. Et d'ailleurs, la phrase complète, c'est « My tailor is rich, but my English is poor ». Et c'est vrai que quand quelqu'un te demande si tu parles anglais, il y a peu de chances que tu lui répondes « mon tailleur est riche, mais mon anglais est pauvre ». Tu vas plutôt lui faire un peu. Et d'ailleurs, tu vois, c'est vraiment quelque chose que tu vas pas retrouver sur Duolingo. Il y a plein de paramètres qui font que quand on communique, c'est très différent de faire des exercices de grammaire sur une application ou même de vocabulaire. Et c'est de là qu'est venu le titre de mon article sur mon blog « Pourquoi Duolingo ne permet pas de parler une langue ?» Et quand j'écris « parler », je pense vraiment « parler ». Ça ne permet pas d'apprendre à parler cette langue. Ça peut permettre de se familiariser un petit peu avec elle, d'acquérir un tout petit peu de vocabulaire, mais franchement, je suis même pas convaincue. Un petit peu de base de grammaire, mais vraiment, parler, je suis désolée, mais moi, j'en étais vraiment incapable, même après des mois de pratique. Et ça, c'est un constat sur lequel les personnes avec lesquelles je discute de l'application en direct me rejoignent. Ça confirme donc ce que je pense. Mais bon, je me suis même pas arrêtée là, je me suis dit, c'est vrai que l'italien, c'est un cas particulier, c'est une langue très proche du français, peut-être que ça joue, je vais tester avec une autre langue. Et ça tombe bien, je me disais, pourquoi pas apprendre le japonais. Donc, j'ai commencé à essayer d'apprendre le japonais avec Duolingo, et là, j'étais vraiment débutante. Et on commence par apprendre les hiragana. Et là, je dois avouer que j'ai vraiment pas trouvé ça efficace. J'ai même fini par me faire des petites fiches sur papier, des hiragana pour me tester. Bon, alors le papier, c'est entre nous soit dit parce que je suis peut-être assez traditionnelle, mais j'aurais très bien pu prendre une application de répétition espacée, ce que n'est pas Duolingo. Duolingo n'est pas une application utilisant la répétition espacée. Et j'aurais fait beaucoup plus de progrès parce que là, vraiment, après des mois de pratique, je faisais toujours les mêmes erreurs, ça ne rentrait pas. Et donc ça me rend vraiment sceptique, même sur l'aspect apprentissage. Même au-delà de parler la langue, ce que, à mon avis, ça ne permet pas de faire, même est-ce que ça permet vraiment d'apprendre du vocabulaire ou d'apprendre un autre alphabet? Eh bien, j'avoue que je suis très sceptique et c'est lié à mon expérience personnelle en tant qu'être humain. Donc, à la limite, je veux bien accepter que certaines personnes aient une autre expérience. J'avoue que, encore une fois, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y a un tel décalage entre ce que me racontent les personnes que je rencontre dans la vraie vie et ces commentaires que je lis sous mon blog. Bref, j'ai voulu donner tort au cliché et me poser honnêtement la question. Et si ces gens étaient sincères? S'ils et elles pensent vraiment que Duolingo les a plus aidés que leurs cours de langue à l'école? Comment est-ce possible et qu'est-ce que cela signifie pour notre pratique d'enseignante ou d'enseignant? Après tout, moi, mon objectif, c'est de devenir une meilleure prof. Je dois donc accepter de me remettre en question et saisir ainsi les occasions d'apprendre. Ce qui revient très souvent, c'est qu'en fait, les gens l'utilisent le plus souvent en soutien de cours. Or, comme je l'explique dans mon article, Duolingo prétend cependant pouvoir fonctionner non pas en soutien, mais comme moyen unique d'apprentissage. Il prétend bien remplacer le prof. J'avoue, cela me donne un peu l'impression que la plupart des gens ont lu mon article en travers. Je précise bien que ce que je veux dire, c'est que Duolingo ne fonctionne pas en mode d'apprentissage unique et surtout qu'il ne permet pas de se mettre à parler. Même si mon expérience avec le japonais m'a, je dois le dire, rendu un petit peu sceptique face à l'apprentissage en général avec cette application. Certaines personnes disent avoir vraiment commencé uniquement avec Duolingo. Peut-être que la qualité des premiers cours dépend des langues visées. Et au moins, avec l'application, on se familiarise un petit peu avec le vocabulaire, sans que cela coûte vraiment d'efforts. On l'assimile, au moins de manière passive, et on devient capable de reconnaître ces mots ailleurs, même si on n'est pas toujours capable de s'en souvenir quand on voudrait parler ou écrire. Mais peut-être que déjà, cette familiarité est ressentie comme une grande victoire par de nombreuses personnes. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Et en fait, ce que cela m'évoque, c'est le mauvais souvenir que de nombreuses personnes ont gardé de leurs cours de langue à l'école. On dirait qu'elles ont vraiment l'impression de ne rien avoir appris dans ces cours. Et c'est quand même frustrant qu'une simple petite application qui leur permet de se familiariser avec quelques mots leur paraisse mais tellement mieux. Moi, en tant que prof, c'est vrai que ça me frustre. Mais comme je l'ai dit, je suis aussi un être humain, et c'est vrai que quand je repense à mes propres cours de langue à l'école, honnêtement, ce n'était pas bien brillant. J'avais notamment une prof d'anglais, dont je parle déjà dans d'autres vidéos, qui m'avait littéralement terrorisée en annonçant dès le début du cours que la participation orale serait notée, à tel point que j'avais déjà mal au ventre durant l'heure de cours précédant celle d'anglais. Or, nous savons tous que paralysé par la peur n'est pas vraiment favorable à l'apprentissage. Et puis en ce qui concerne l'allemand, je me suis aussi aperçue rapidement que 3 ou 4 heures de cours par semaine
semaine ne me permettrait pas réellement de le parler. Et sans doute que tout ça explique aussi pourquoi je suis devenue prof. Je voulais éviter toutes ces déconvenues à d'autres personnes. C'est vrai que j'entends souvent le cliché de « pour apprendre à parler une langue, il faut aller dans le pays ». Et au final, c'est ce que j'ai fait moi-même. J'ai été en Espagne pour apprendre à parler l'espagnol et je n'ai vraiment appris l'allemand qu'une fois en Allemagne. Mais c'est justement ce que j'aurais à cœur de démonter. Je crois vraiment qu'on peut apprendre une langue étrangère, surtout de nos jours avec les technologies modernes. On peut apprendre une langue étrangère dans son pays avant de faire le voyage. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur de démontrer en proposant des cours de langue. Comme je parle déjà de la question de l'échec des cours de langue de l'école dans une autre vidéo, si tu souhaites creuser la question, je t'invite à aller la consulter. Mais le truc, c'est que je crois qu'au final, on est un peu tous et toutes d'accord pour dire que c'est pas avec 3 heures de cours par semaine qu'on va arriver à parler une langue étrangère. Surtout qu'il y a encore le travail administratif, le travail de discipline. Et en plus, on est très nombreux dans une classe, surtout en France, et c'est difficile de trouver les occasions de pratiquer l'oral et de parler. Alors qu'est-ce qui manque? Eh bien, c'est sans doute une pratique quotidienne en dehors des cours. Et je pense que beaucoup de professeurs seraient vraiment ravis si leurs apprenantes et apprenants trouvaient la motivation de pratiquer la langue étrangère en dehors des cours tous les jours. Mais le problème, à mon avis, c'est qu'ils ne donnent pas les outils pour y arriver. Si je reprends mon cas, moi j'étais passionnée d'allemand, j'aurais vraiment suivi les conseils que m'aurait donné mon professeur d'allemand. Mais le problème, c'est que, il ne m'en avait pas donné. Et je me souviens que j'avais réussi à trouver un article authentique, extrait du magazine Der Spiegel sur les Nibelungen. Moi, j'étais passionnée de mythologie nordique et donc ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et je ne comprenais pas un mot sur 3. Et donc, c'était très compliqué parce que soit c'était très fastidieux de chercher chaque mot dans le dictionnaire, ou alors, si je devais en fait deviner le mot avec le contexte, c'était pas possible parce que j'avais vraiment trop peu de vocabulaire et mon niveau n'était absolument pas adapté à l'article. Mais de nos jours, comme je le disais, avec les technologies modernes, moi, je suis un petit peu âgée, je n'avais pas accès à Internet, je n'avais pas accès à tous ces podcasts. Il y a énormément de podcasts à destination des apprenantes et apprenants. Il y a des livres qui sont à destination d'apprenantes et d'apprenants qui sont adaptés aux différents niveaux. Il y a vraiment matière à se confronter à la langue à un niveau qui soit acceptable, où on ne comprend peut-être pas tout, mais suffisamment pour suivre l'histoire et être motivé à continuer. Et peut-être que le problème, c'est ça, c'est que les apprenantes et apprenants n'ont pas accès à tous ces outils, ne savent pas comment s'y prendre. Et que c'est là que Duolingo vient combler un manque, finalement. C'est un bon accompagnement de cours, ça permet de rester motivé, de se confronter chaque jour à la langue qu'on souhaite apprendre sans que ce soit barbant ou que ça demande trop d'efforts. Peut-être que l'effort demandé est encore moindre que celui d'écouter un podcast auquel on ne comprend pas encore grand-chose, surtout quand on débute. Et dans ce cas-là, on n'arrive peut-être pas à trouver les bons podcasts adaptés à son niveau de langue. Peut-être que ça permet aussi de garder un état d'esprit positif au lieu d'avoir de la frustration par rapport à tout ce qu'on ne comprend pas vis-à-vis de la langue. Et en plus, on voit la progression, au moins sur le chemin de l'application. On a l'impression de faire des progrès et tout ça, c'est motivant. Bon, c'est vrai qu'à titre personnel, malgré tout cela, je trouve que Duolingo n'est pas très efficace et que ce serait effectivement plus efficace d'écouter des podcasts, même si on ne comprend pas tout, ou de lire, même si on ne comprend pas tout. Peut-être qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne donnent pas ces outils parce qu'ils et elles donnent des exercices à faire à la maison et leurs apprenantes et apprenants certains ne font même pas les exercices à faire et donc ils se disent que les apprenantes et apprenants ne sont pas motivés. Mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui seraient prêts à aller plus loin et qui n'ont pas les outils et pour eux aussi c'est frustrant. On peut croire aussi que parce qu'on a accès à tout, on connaît les stratégies pour faire des progrès, mais c'est faux. Moi, je me souviens d'un cours justement qui était axé particulièrement sur la compréhension orale et au test de mi-parcours, ça avait été un petit peu la catastrophe. Et alors justement, elles étaient un peu plus motivées puisqu'elles avaient vu, c'était un cours où il y avait vraiment beaucoup de femmes et elles avaient vu un petit peu les résultats et elles m'avaient demandé mais alors que faire pour progresser? Et j'avais dit écoutez tous les jours la radio France Culture. Alors on peut, au niveau auquel elles étaient arrivées en fait c'était idéal parce qu'il y a beaucoup d'émissions dans lesquelles les animateurs sur France Culture parlent un peu plus lentement que sur d'autres radios, même si le vocabulaire est plus élevé. Mais là, à un niveau B2, c'était vraiment c'était le meilleur conseil que je puisse leur donner. Et au test de fin de parcours, il y a vraiment une étudiante qui a pulvérisé tous les records, elle a eu tous les points, elle avait toutes les réponses, alors qu'elle avait vraiment eu que 2 ou 3 réponses juste au test intermédiaire. Et cette progression fulgurante avait impressionné tout le monde. Les autres lui ont demandé qu'est-ce qu'elle avait fait. Et elle a répondu tout simplement, j'ai suivi les conseils de la professeure qui nous avait dit d'écouter tous les jours France Culture, c'est ce que j'ai fait. Et les résultats étaient là, ils étaient palpables, ils étaient clairs. Et là, je peux dire qu'elle ne serait jamais arrivée à ce résultat-là en faisant Duolingo tous les jours. Et c'est pourquoi je pense que Duolingo vient effectivement combler un manque, justement ce manque de stratégie. C'est facile, on ouvre l'application, on a des exercices qui nous sont proposés, on n'a pas besoin de réfléchir, en plus c'est assez addictif, c'est assez
c'est ludique, c'est une solution de facilité. Mais si on avait les stratégies, on pourrait être beaucoup plus efficace dans l'apprentissage de notre langue. Et peut-être que c'est notre travail en tant que professeur de langue étrangère et de français langue étrangère de proposer des stratégies efficaces à nos apprenantes et apprenants. Et c'est pourquoi j'ai envie de te proposer, chers collègues, d'ajouter ces stratégies, d'en parler en cours, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer sa maîtrise de la langue, d'en parler avec tes apprenantes et apprenants pour qu'ils et elles ne soient pas démunis et qu'ils et elles sachent quoi faire au quotidien pour améliorer leur langue. Alors je serais très très curieuse de te lire, de savoir si ce conseil te paraît pertinent. Dis-moi tout en commentaire. Et si tu es apprenante ou apprenant, je serais également ravie de te lire qu'est-ce que tu penses que nous pouvons faire, professeurs de langue étrangère, pour améliorer les cours, pour te permettre de progresser vraiment. Comme je le disais, essaye de ne pas insulter les professeurs. Il y a beaucoup de professeurs qui sont susceptibles de te lire. Si tu fais des commentaires constructifs, nous serons tous ravis de les prendre en compte. Comme tu le vois, moi-même, j'ai vraiment fait l'effort de me poser plein de questions, malgré le fait que certains commentaires soient insultants sur mon blog. Et vraiment, je me suis posé des questions. Ça, c'est les conclusions auxquelles je suis arrivée. Toi, en tant qu'apprenante ou apprenant, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec ces conclusions? Je pense qu'on serait tous et toutes ravis de te lire pour en savoir plus. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est à faire notre métier au mieux, c'est à faire progresser les apprenantes et apprenants. Alors dis-nous tout en commentaire, nous te lirons avec plaisir et à très bientôt.